Au sommaire de cette édition, le ministère d'enseignement sur la louange et l'adoration, en abrégé Maloa du Gabon, a organisé la deuxième édition de son programme dénommé Appel à la prière. En Afrique, en Mauritanie, le président et le Sénat divisés sur la tenue du référendum constitutionnel. À l'international, moralisation de la vie publique, les mesures phares de Bayrou. Le monde consterné après l'annonce de Donald Trump. Bienvenue à tous et merci de suivre ce journal. Débutons en actualité religieuse. Le ministère d'enseignement sur la louange et l'adoration, en abrégé Maloa du Gabon, a organisé la deuxième édition de son programme dénommé Appel à la prière. Temps de prière en faveur du Gabon. Tel était le thème de ce programme initié par la chante Samira Adzabé, reportage Benito V, Gabon. Le ministère d'enseignement sur la louange et l'adoration, en abrégé Meloa Impact, a organisé la deuxième édition du programme dénommé Appel à la prière. Cette édition a été dédiée à la nation gabonaise dont le thème était les temps de la prière en faveur du Gabon, initié par la chantre Samira Adzabé et soutenue par les chantres de la ville. Meloa interpelle les chantres dans quel objectif? Écoutons l'initiatrice de ce programme. Le Appel à la prière, c'est un concept qui m'a été inspiré à Dakar au Sénégal en 2007. Et ce n'est qu'en 2016 que nous avons eu la première édition ici au Gabon à Port-Gentil. Alors il s'agit de rassembler les chantres, de rassembler les lévites, de faire un culte de célébration et de terminer avec une intercession forte pour la nation. Plusieurs intervenants sont passés à tour de rôle pour conduire le peuple répondu présent sur différents sujets de prière touchant les jeunes, la société et bien d'autres. Et les chantres particulièrement ont prié sur tous les sujets affectant leur ministère dans les moments faibles et forts. Puis, l'initiatrice du programme, la chantre Samira Adzabé, a conclu les moments par les temps forts de proclamation en faveur du Gabon. Quelques impressions au sortir de ces moments. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ces moments qui en fait parlent de la nation. Et je crois que ce sont des initiatives en fait qui doivent être prises pour plus amener la chrétienté du Gabon ou la chrétienté gabonaise à devoir prier pour notre nation. Et cette année 2017, nous avons encore fait la deuxième édition à Port-Gentil et nous avons passé des moments intenses dans la louange, des moments intenses dans la prière et les proclamations prophétiques en faveur de notre nation, le Gabon. Nous avons reçu aujourd'hui dans nos locaux le prophète Jean-Pasteur Yalaka. Il est venu du Congo. Regardons ses impressions. Je suis invité par l'ambassadeur, pasteur Roméo, et la matriarche qui m'invitait de l'église La Source d'eau vive, qui est la matriarche Kyria Déborah. Et je suis leur invité, donc voilà, je suis venu faire un travail aussi dans leurs églises et dans d'autres églises de la place. Mais j'ai été impressionné pour voir le niveau de l'évangile ici à Abidjan. Comment est-ce que les gens sont en prière. Franchement, mes impressions sont les meilleures. La mission évangélique pour la restauration des familles et des personnes en détresse, mission Sinaï de Koumassi, Prodomo, a organisé un séminaire d'évangélisation consacré aux femmes. Le thème de ce grand moment d'impact était « Femmes dépassent tes limites ». Une centaine de femmes ont été honorées à cette occasion. Elles peuvent bien danser, ces femmes et mères de famille, car elles ont été célébrées et couvertes de cadeaux par la mission évangélique pour la restauration des familles et des personnes en détresse, mission Sinaï, à l'occasion d'un séminaire d'évangélisation dédié aux femmes. En présence des autorités politiques et administratives qui ont loué la belle initiative qui entre dans le cadre de la fête des mères, le thème principal intitulé « Femmes dépassent tes limites » a été développé par pasteur Sylviane Monté, leader de l'église évangélique La Bénédiction. La servante de Dieu a appelé les femmes à renoncer à la fatalité et aller au-delà des limitations.
il dit non, les femmes quand les maris, le mari meurt. Donc dans ta famille, enfin dans le quartier, personne ne veut marier. Ça, ce n'est pas ma problème. Donc la limitation, il y a plusieurs genres de limitation. Ça peut être une malédiction. Mais gloire à Jésus, celui qui a un Christ n'est plus qu'une malédiction. Quand tu as accepté Jésus, n'est-ce pas? Le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus a brisé le lien entre toi et toute la génération passée. C'est-à-dire les malédictions qui étaient tombées sur tes pères n'ont plus le droit d'agir dans ta vie. Si tu les acceptes, elles vont t'opprimer. Elles vont te faire croire que c'est ainsi et elles vont agir. Mais si tu les refuses, elles vont s'arrêter net à ton niveau au nom de Jésus. Ce séminaire entre dans le cadre de la fête des mères et une centaine de femmes a reçu des cadeaux de la mission Sinaï et de ses leaders, les prophétesses Kadjo Nessira et Sarah Eponon. Selon les responsables de la mission Sinaï, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à une mère, c'est de lui annoncer Jésus-Christ. Au-delà de la célébration, elles espèrent faire de ces mères des servantes de Jésus-Christ. Nous avons organisé ce programme dans l'intention de gagner 100 femmes à Jésus. Afin qu'à travers cet événement, dans pratiquement toute la commune de Koumansi, que Christ, le salut, rentre dans les maisons. Nous avons un message à véhiculer. C'était quoi? C'était gagner 100 femmes à Christ. Et nous, d'abord, c'est l'approche. Parce que quand les gens ne connaissent pas le Seigneur, quand tu viens tout de suite avec l'image de Jésus t'aime, les gens te refoulent. Mais nous avons marqué un arrêt pour dire que nous célébrons ces femmes. Et après quoi, nous allons rendre visite à ces femmes. L'objectif, c'est de les amener toutes à Christ. Donc 100 femmes, pour nous, c'est une évangélisation. Cette action que nous avons posée, c'est une stratégie d'évangélisation pour nous. Donc avec la femme, on peut atteindre les enfants et on peut atteindre le mari. Parce qu'une femme qui est soumise peut emmener par son comportement, son caractère, son époux à la maison de Dieu. Les femmes, elles, apprécient l'acte d'amour accompli par la mission Sinaï. Les bras chargés de cadeaux, les mamans ont dansé à la gloire de l'Éternel. La mission évangélique, la source d'eau vive de la matriarche Kyria Déborah Rosemonde a célébré les mères le dimanche 28 mai 2017. À cette occasion, la matriarche a adressé un message fort aux femmes. Tenez votre lampe allumée et soyez éclairés. Tel est en substance le message lancé aux femmes par la matriarche Kyria Déborah Rosemonde. C'était lors du culte de célébration de la fête des mères à la mission évangélique Source d'eau vive, CIS à Abidjan, Yopougon. La matriarche Rosemonde, leader de la mission, a honoré et encouragé les mères à travers une exhortation tirée du chapitre 22 du livre de 2 Rois. Je voudrais dire à toute femme de vraiment considérer les choses de Dieu. Je voudrais dire à toute femme de vraiment s'attacher à l'autel de Dieu. La Bible nous dit que même Ruth qui n'avait pas d'avenir, elle a dû s'attacher à Naomi. Et dans cette alliance, il déclare que Ruth est rentrée dans une bénédiction pas comme extraordinaire. Elle a une bénédiction vraiment importante, une bénédiction de distinction. Toute femme qui voudrait voir la gloire de l'Éternel dans sa vie, dans sa nation, toute femme qui veut voir sa destinée exploser, sa destinée vraiment dans un épanouissement, dans un rayonnement, qu'elle marche avec Dieu, qu'elle se réconcilie avec l'Éternel, qu'elle sache que l'Éternel qui a fait d'elle la partenaire de l'homme, qui a fait d'elle une aide appréciable, qu'elle sache que c'est seulement avec la complicité de Yeshua qu'elle pourra assurer ça. En retour, pour lui prouver leur amour, les femmes de la mission évangélique Source d'eau vive ont offert à leur matriarche de nombreux présents. Elles ont adressé en outre un chaleureux mot aux mères. Maman chérie, aujourd'hui est un grand jour pour toi. Oui, c'est le jour que la Providence a choisi pour t'honorer. Sois-en fière, car de tes entrailles jaillit la vie. Cette vie si mystérieuse et si passionnante, tu gardes le secret, l'espoir, la transmettant de génération en génération. Femme de foi, choisie par le Créateur, pour que la parole se fasse chair pour le salut de l'humanité. Ravie de ce merveilleux culte, la matriarche souhaite une bonne fête à toutes les mères. En tant qu'une mère,
une sentinelle dans le corps de Christ. Je voudrais souhaiter bonne fête des mères à toutes les femmes. Je voudrais dire aux femmes, elle est celle-là même qui a été la dernière créature de Dieu, en qui Dieu a confié beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire l'épanouissement de tout homme sur cette terre, l'épanouissement de l'humanité, elle est source de vie. Je dis à toute femme, si elle veut voir la grâce, elle veut voir la gloire, elle veut réussir son programme, tant matériel, tant spirituel, tant émotionnel, il faut qu'elle se réconcilie avec Dieu. Que la femme fasse de l'Éternel son partenaire. Fais de Dieu ton partenaire. En Afrique à présent, c'est sur fond de polémique que le projet de loi de révision de la Constitution a été adopté au Niger. La séance a été boycottée par les députés de l'opposition. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté mardi 30 mai 2017 à la majorité de ses membres le projet de loi portant modification de la Constitution. Les points ayant fait l'objet de la modification concernent le délai de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle. Elle se déroulera désormais à 120 jours de la fin du mandat du chef de l'État, contrairement au délai de 40 jours inscrit dans la Constitution de 2010. Les délais ont été rallongés également pour l'organisation des élections législatives. Les délais que nous avons pour organiser nos élections sous l'ancienne Constitution étaient insuffisants. L'ancienne Constitution disposait qu'on ne peut organiser le premier tour de l'élection présidentielle que 40 jours seulement avant la fin du mandat du président de la République. Maintenant, nous prenons 120 jours. Vous voyez, il y a une grande différence. Nous avons ajouté jusqu'à 80 jours de plus. Ça nous permet d'organiser à l'aise notre élection. 139 députés sur les 171 ont voté favorablement, excepté ceux de l'opposition qui ont boycotté la séance. Pour les parlementaires de l'opposition, il s'agit ni plus ni moins qu'un passage en force de la majorité. Il s'agit d'un ensemble d'amalgames qu'ils ont sciemment créé, tant au niveau des articles de la Constitution qu'au niveau de certaines dispositions du Code électoral. Mais au finish, nous avons compris que le but de la manœuvre était, disons, de mettre sous coupe réglée la CENI, pour que la CENI ne soit plus cet organe indépendant, mais, disons, une sorte d'antichambre du ministère de l'Intérieur. 7 articles sont concernés par cette révision de la Constitution du 25 novembre 2010. Cette révision vient ainsi combler, selon les initiateurs, les lacunes relativement au délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, conformément aux recommandations de la Commission électorale nationale indépendante et les partenaires du Niger en matière électorale. Ces délais très courts sont jugés insuffisants car, selon eux, ne prennent pas suffisamment en compte le temps de réclamation et au recours devant la Cour constitutionnelle. Le prochain référendum convoqué le 15 juillet par le président Mohamed Ould Abdelaziz divise le chef de l'État et le Sénat. Le Sénat est pourtant majoritairement dominé par le parti au pouvoir. Le torchon brûle entre le président mauritanien et le Sénat, pourtant majoritairement dominé par le parti au pouvoir. Principale pomme de discorde, la convocation, le 29 mai dernier, par Mohamed Ould Abdelaziz du collège électoral en vue du référendum constitutionnel fixé au 15 juillet. La décision a suscité la colère des sénateurs qui ont, dans la foulée, publié une déclaration dans laquelle ils qualifient d'anticonstitutionnelle l'initiative de leur chef de l'État. En mars déjà, le Sénat mauritanien avait surpris en rejetant le projet de modification de la Constitution soumis à son approbation. Le texte prévoit la suppression du Sénat, de la Haute Cour de justice et un changement de drapeau. Pour les sénateurs mauritaniens, persister dans la voie du référendum, c'est accentuer les tensions politiques dans le pays. Pour donner un coup d'arrêt à la volonté du président Mohamed Ould Abdelaziz, les sénateurs ont promis de saisir la Cour constitutionnelle. En cas d'organisation du référendum, ils ont aussi promis de ne pas reconnaître les résultats de cette consultation électorale. Toujours en Afrique, la majorité présidentielle en République démocratique du Congo n'est pas d'accord avec les sanctions contre les hauts fonctionnaires du pays. 2 jours après l'annonce de ces sanctions, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a réagi.
En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle, par le biais d'Aubin Minakou, a réagi aux sanctions décidées par l'Union européenne contre 9 personnalités de la RDC. L'Union européenne accuse des hauts dignitaires de la majorité d'avoir torpillé l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Des sanctions individuelles ont été infligées à ces responsables de l'appareil sécuritaire. Ces sanctions portent notamment sur l'interdiction de voyager dans l'Union européenne et le gel des avoirs. On accuse un ministre qui est chargé de rétablir l'ordre public dans un pays, dans un contexte où les miliciens ont décapité près de 40 policiers, dans un contexte où près de 100 policiers et militaires ont succombé, dans un contexte où il y a eu quelques centaines d'assassinats, de massacres, et sans une enquête approfondie, on accuse un ministre d'avoir planifié et redonné un usage disproportionné de la force. C'est inacceptable pour nous, de la majorité présidentielle. À noter que ces sanctions ont été prises lundi 29 mai 2017 par le Conseil européen en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme en 2016. La réaction du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, intervient 2 jours après la sortie de l'Union européenne. Parmi les 9 responsables sanctionnés figure Kalev Mutondo, directeur de l'Agence nationale du renseignement, Ramazani Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Jean-Claude Kazembe Moussonda, ancien gouverneur du Haut-Katanga, Alex Kandé Mupompa, gouverneur du Kasaï central. Pour nous, la démarche n'est pas positive, les accusations sont superficielles et cela ne favorise pas la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs fixés par les Congolais, à savoir organiser les élections dans le délai. Pour rappel, depuis septembre 2016, la région du Kasaï au centre du pays est secouée par la rébellion Kamuna Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire. Selon les Nations Unies, ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,27 million de personnes. Toujours en RDC, peu de personnes savent l'existence du tout premier centre de recherche nucléaire du pays et même de l'Afrique subsaharienne. Ce centre, construit à l'époque coloniale en 1959, est aujourd'hui abandonné. Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est sur cette colline située dans la capitale que se trouve le tout premier centre de recherche nucléaire du pays et même de l'Afrique subsaharienne. Construit en 1959 à l'époque coloniale, le centre est aujourd'hui abandonné à son propre sort. Son réacteur n'a pas servi depuis des lustres et le site est désormais menacé par l'érosion des sols. Nous avons un stockage ici, c'est très dangereux, ça ne doit pas être menacé par les érosions. Il en est de même pour le réacteur. Le réacteur a été conçu de manière à ce qu'il puisse résister à beaucoup de choses, mais attention, les érosions sont imprévisibles. Le réacteur actuel, un tricot 2 d'un mégawatt, en vogue pour la recherche dans les années 1970, a été installé en mars 1973, mais ne fonctionne plus depuis 1994 faute de moyens. Plusieurs barres d'uranium ont été dérobées et depuis, le site est placé sous haute sécurité. Dans le cadre de la sécurisation du commissariat général à l'énergie atomique, le centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, nous avons passé à un projet pour sécuriser le site, de collecter toutes les eaux de l'université afin que nous ne soyons pas menacés par les érosions. Le professeur Vincent Lukanda, en charge du centre, espère un redémarrage de cette centrale nucléaire pour un coût estimé à 3 millions de dollars. Et pour cela, le pays sollicite un appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le gouvernement congolais, lui, entend moderniser la centrale, plus de 25 ans après la mise à l'arrêt du réacteur. À l'international, plus précisément en France, le ministre de la Justice, François Bayrou, a dévoilé le projet de moralisation de la vie publique promis par Emmanuel Macron lors de sa campagne interdiction d'embaucher un parent, création d'une banque de la démocratie pour financer les partis. Telles sont les différentes réformes. Le premier de ces changements, c'est la suppression de la Cour de justice de la République. Nous instaurerons l'obligation pour les membres du gouvernement d'être jugés par des magistrats. Deuxième réforme, les anciens présidents de la République ne pourront plus être membres du Conseil constitutionnel. Et troisième décision constitutionnelle,
Les élus ne pourront pas exercer plus de 3 mandats identiques et successifs de députés, de sénateurs ou de grand exécutif local. En seront exclus les petites communes. 4e et dernier changement constitutionnel, les ministres ne pourront plus exercer de fonctions exécutives. Le monde entier est consterné par l'annonce de Donald Trump de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Les réactions étrangères ont été unanimement négatives. Les réactions à la décision de Donald Trump ne se sont pas fait attendre, à commencer par celle du président français. Pour Emmanuel Macron, Donald Trump a commis une faute pour l'avenir de notre planète, car il n'y a pas de planète B. Il s'est adressé directement aux Américains en anglais. Je la regrette. I do respect this decision. Je respecte cette décision, mais je pense que c'est une véritable erreur, tant pour les États-Unis que pour notre planète. Je réaffirme clairement que l'accord de Paris reste irréversible et sera mis en œuvre non seulement par la France, mais par tous les autres pays. Peu importe l'endroit où nous vivons et qui nous sommes, nous partageons tous la même responsabilité. Il faut rendre sa grandeur à notre planète. En Allemagne, même son de cloche, la chancelière Angela Merkel a dit regretter la décision du président américain. Côté britannique, la première ministre s'est entretenue avec Donald Trump jeudi au téléphone. Elle lui a dit que l'accord de Paris protège la prospérité et la sécurité des générations futures. Autre réaction de poids, celle de Barack Obama. Il a fait part de ses regrets et souligné que cette décision n'entraverait pas les progrès écologiques dans le reste du monde. 50 ans après la guerre des 6 jours, la ville sainte de Hébron est devenue un symbole de l'inextricable conflit israélo-palestinien. Le quartier commerçant est devenu une zone fortifiée et le cœur spirituel de la ville est gardé par les checkpoints. La vieille ville d'Hébron, en Cisjordanie occupée. Autrefois bondée, ses allées sont aujourd'hui désertes et ses échoppes cadenassées. Pendant la guerre des 6 jours en 1967, les forces israéliennes ont pris le contrôle de la ville et quelques années plus tard, le gouvernement a autorisé l'installation des premiers civils. Hébron est aujourd'hui la seule ville de Cisjordanie habitée par des colons juifs. Avant 1967, nous étions pauvres, mais nous vivions en sécurité. Pendant les 12 ans qui ont suivi la guerre et l'occupation, il y avait du commerce et de bons emplois. Mais après, les violences ont commencé et se sont répandues dans notre région à cause des colons juifs et du soutien qu'ils reçoivent. Hébron abrite le tombeau des patriarches, un lieu saint pour les juifs et les musulmans. Après 1967, la ville a été divisée de facto et une poignée de colons habitent dans certains quartiers barricadés et entourés de checkpoints, laissant les Palestiniens sans liberté de mouvement. Notre vie est tellement dure, on vit puni en permanence, mais que pouvons-nous faire? On doit se sacrifier pour sa terre. La partie de la ville occupée par les colons est facilement identifiable par les drapeaux israéliens. Ici, les Juifs souffrent aussi d'une vie sous les menaces et la surveillance militaire. Je n'ai pas de problème avec les Arabes vivant ici. Si c'est calme, ça ne pose pas de problème qu'ils continuent à vivre ici. Mais ce n'est juste pas possible de vivre dans une peur constante que quelqu'un vienne nous poignarder. Pendant des décennies, Hébron a été l'épicentre de la violence du conflit israélo-palestinien. Pour le porte-parole des quelques centaines de colons, une prise de contrôle totale de la ville par Israël est la seule solution. De nos jours, les Juifs ont le droit de vivre dans 3% du territoire de la ville seulement, une très petite partie de la ville. Il y a des gens qui appellent ça un ghetto, et même si je n'aime pas ce mot, c'est assez similaire. Avec les négociations de paix au point mort, les habitants d'Hébron, israéliens comme palestiniens, vont devoir continuer à faire avec cette situation de plus en plus inextricable, 50 ans après le début de l'occupation. C'est en pleine réunion de l'Organisation des États américains qu'une manifestation de soutien au président vénézuélien Nicolás Maduro s'est tenue dans les rues de la capitale à Caracas ce mercredi. Regardez.
Manifestation de soutien au président vénézuélien Nicolás Maduro alors que l'Organisation des États américains réunissait ses chefs de la diplomatie. Les 34 États membres restent divisés sur l'attitude à adopter face à la crise qui oppose le gouvernement à l'opposition conservatrice. À Washington, l'ambassadeur du Nicaragua défend Caracas et demande l'arrêt des actions hostiles et du lynchage international contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela. Alors que la chef de la diplomatie colombienne demande au gouvernement vénézuélien de stopper la répression de la population civile, de préserver la vie des manifestants et de libérer les prisonniers politiques. Depuis 2 mois, l'opposition vénézuélienne, majoritaire au Parlement, réclame la démission de Nicolás Maduro, un mouvement de contestation qui a fait une 60aine de morts et des centaines de blessés, sans compter les détenus renvoyés devant des tribunaux militaires. Revenons aux États-Unis. Alors que Donald Trump vient d'annoncer le retrait de son pays de l'accord de Paris sur le climat dans l'est des États-Unis, l'île de Tangier disparaît à cause de l'érosion et du réchauffement climatique. Les 450 habitants voient petit à petit leur île être engloutie. Depuis plus de 200 ans, la famille de William habite sur l'île de Tangier, dans l'est des États-Unis. Mais ses petits-enfants ne pourront probablement plus y venir d'ici quelques années. Au bout de son jardin, la mer grignote progressivement les terres. Je dirais qu'il y a au moins 30 mètres de terre qui a disparu rien qu'avec l'érosion. Et ça semble empirer chaque année. J'ai juste peur de ce qui nous attend à l'arrivée. Combien de temps? Seulement quelques années. Selon les scientifiques, l'île n'en aurait plus que pour une 40aine d'années maximum. Une digue devrait bientôt s'élever pour protéger le port et l'activité économique des 450 habitants de l'île qui vivent de la pêche au crabe. Les différentes études et la lenteur administrative reportent le projet depuis 20 ans. Mais la digue suffira-t-elle? Dans les jardins, les inondations se font de plus en plus fréquentes. L'érosion s'accélère. Pourtant, les habitants, fervents soutiens de Donald Trump, ont du mal à croire à l'argument climatique. Je crois que l'érosion est le principal problème de Tangier. Vous voyez, certains disent que c'est le réchauffement climatique et la montée des eaux. Je ne sais pas, je n'y crois pas. Un peu plus loin sur l'île, cette partie désertique était un village jusque dans les années 30. 1876 to 1913. Aujourd'hui, il ne reste que quelques pierres tombales pour témoigner de son existence. L'érosion a toujours existé à Tangier, mais pour ce scientifique, auteur d'un rapport sur l'île, il ne fait aucun doute que le réchauffement climatique et la montée des eaux accélèrent l'érosion. En tant qu'être humain, on a du mal à croire qu'on peut faire quelque chose d'aussi terrible au monde autour de nous. Mais c'est le cas. Les technologies, la population mondiale, la quantité de carbone que nous produisons et rejetons dans l'atmosphère, nous changeons le climat aujourd'hui. Pour sauver Tangier, il faudra de nouvelles études, plusieurs autres digues et peut-être même remonter le niveau de l'île en la renflouant. Le tout pour des dizaines de millions de dollars que seul le Congrès peut ou non débloquer. Mais pour Tangier, le temps est compté. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Béni TV et restons toujours en prière. À bientôt.